soir, Thanos est parvenu à réunir toutes les pierres d'infinité et a, d'un claquement de doigts, fait disparaître la moitié des êtres vivants de l'univers. Au début de Endgame, on le retrouve sur une planète lointaine où il mène une vie paisible dans un cabanon en bois entouré d'un potager. Je sais pas vous, mais franchement, voir la plus grande menace qu'ait connue notre univers en train de ramasser des carottes dans son jardin, c'est pas spécialement ce que j'avais envie de voir. Apparemment, c'est un passage du comics, donc j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment cool qu'il respecte l'œuvre d'origine. Après, moi, c'est pas spécialement ce à quoi je m'attendais. J'ai été assez déstabilisée par la facilité avec laquelle les Avengers parviennent à maîtriser puis à tuer l'ennemi qu'ils combattent depuis 10 ans. Honnêtement, je comprenais pas où ils voulaient en venir. Pareil, le fait que Captain Marvel parvienne à ramener le vaisseau de Nebula et Tony en une seule journée alors qu'ils se trouvent à plus de 1000 années-lumière de la Terre, je trouve ça un peu gros. Les pierres d'infinité ayant été détruites, les Avengers n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux la queue entre les jambes, sans aucun espoir de revoir les disparus. C'est ainsi que l'on se retrouve 5 ans plus tard, les Avengers éparpillés aux 4 coins de la galaxie pour mener à bien des missions plus ou moins mystérieuses. En dehors de Rhodey, qui doit tenter de ramener Hawkeye à la raison, aucun d'entre eux nous explique ce qu'il fait. On comprend simplement que le personnage de Captain Marvel est bien vite écarté. C'est le problème quand on crée un personnage aussi puissant. Elle ne pourra jamais faire pleinement partie des Avengers, car aucun ennemi ne sera une menace réelle pour elle. Par un heureux hasard, Scott Lang parvient à sortir du monde quantique avec l'idée qu'on pourrait l'utiliser pour voyager dans le temps. Très vite, on nous explique les grands principes du voyage dans le temps, selon lesquels revenir plus tôt afin de détruire Thanos avant qu'il soit en possession des pierres n'est pas une option. En effet, cela n'impacterait pas leur timeline, mais en créerait une nouvelle, ne changeant donc pas le sort des disparus. Jusqu'ici, pas de surprise. On avait tous vu les théories concernant le monde quantique et son rapport au temps. Cependant, j'aurais pensé que les recherches concernant le voyage dans le temps en lui-même prendraient un peu plus de temps. Au lieu de ça, Tony Stark, qui avait plus ou moins coupé les ponts avec les Avengers pour vivre une vie rangée avec Pepper, trouve la solution presque sans faire exprès. On n'a même pas le temps d'exposer le dilemme qu'un voyage dans le temps peut poser pour lui, qui a désormais une fille, qu'il est déjà de retour à la base des Avengers pour mettre un plan sur pied. Le développement de cet aspect si complexe qu'est le voyage dans le temps se fait si rapidement qu'on s'imagine que les problèmes vont leur arriver quand ils seront tous divisés dans le passé. Et pourtant non. La récupération des pierres se passe relativement sans encombre ou alors est simplement retardée par un petit contretemps sans importance, dont l'intérêt est uniquement de rallonger la durée du film. Je pense par exemple au duel entre les deux Captain America ou alors Hulk qui percute Tony en sortant de l'escalier. On aurait pu s'attendre à ce que lorsque Captain et Tony font un second bond dans le passé, ils ne trouvent qu'une seule fiole de Pym, ne permettant qu'à l'un d'entre eux de rentrer dans leur timeline originelle. Pour des héros qui disent prêts à payer n'importe quel prix pour sauver les milliards de gens qui ont été effacés de la surface de l'univers, le scénario ne leur laisse pas la chance de mettre leurs principes en application. Seuls Natasha et Hawkeye se retrouvent confrontés à un réel sacrifice. Durant cette quête des pierres, on a surtout affaire à un gros fanservice sans aucune finesse qui a pour but de nous rappeler les moments forts de chacun des personnages. Alors je dis pas, c'est très sympa de revoir les scènes des précédents films d'un tout autre point de vue. J'ai particulièrement apprécié la scène de Steve dans l'ascenseur où il utilise le Heil Hydra pour s'en sortir, ou encore celle où, du point de vue de Nebula et Rhodey, on découvre Quill dansant et chantant en allant récupérer le Tesseract. C'est divertissant, mais toute cette partie manque cruellement de challenge. Aucun d'entre eux ne se met en danger, ce qui fait que j'ai trouvé cette partie du film extrêmement longue. Je trépignais sur mon siège en attendant que quelque chose vienne menacer leur plan. Avant de parler de la seconde partie, je voulais revenir sur le développement de certains personnages que j'ai tout bonnement trouvé ridicules. Tout d'abord, on a Hulk Banner qui, en réussissant à combiner ces deux formes, perd tout intérêt. Les Avengers ne disposent plus de la force brute et incontrôlable de Hulk, et le verre va si mal au teint de Bruce qu'il a jamais réussi à pécho Natasha. Un échec total donc. En plus de ça, on nous sort une scène d'une gênance ultime durant laquelle il se prend en selfie avec des gamins. Ensuite, on a Thor, dont le bid à bière a fait s'esclaffer la moitié de la salle, mais que personnellement, j'ai trouvé tellement caricatural que c'était même pas drôle. J'aurais préféré voir un Thor cynique, rongé par le regret, plutôt que de le traiter en comic relief complètement inintéressant. Et enfin, Hawkeye, qui, dégoûté que sa famille ait disparu et pas certains criminels, s'est donné pour mission de les traquer et rétablir cette injustice. Franchement, le développement de ces trois personnages est si superficiel qu'au-delà d'être sans intérêt, ça devient carrément chiant. Bref, après 2 heures d'ennui, Thanos, qui ne s'est pas encore découvert de passion pour les haricots verts, débarque avec sa team pour récupérer les pierres d'infinité et cette fois exterminer tous les êtres vivants de la Voie lactée. Heureusement, Doctor Strange se ramène également, accompagné d'une multitude d'alliés. On reconnaît parmi eux le peuple wakandais, les Valkyries, et c'est tout. Impossible d'identifier le million d'êtres qui affluent en renfort, et le scénario a été trop feignant pour nous expliquer d'où ils provenaient tous. On assiste donc à une bataille épique, riche en effets spéciaux qui a enfin l'ampleur de ce qu'on pouvait attendre de l'affrontement final. Oui mais voilà, avec une si grande multitude de personnages, on en oublie le plus grand nombre. On reste concentré sur les principaux Avengers, c'est-à-dire Iron Man, Captain America et Thor, et un ou deux nouveaux comme Black Panther ou Wanda, qui ont chacun droit à leur moment où ils délivrent leur toute puissance. Les autres sont aperçus ici et là, rendant leur présence anecdotique. Je pense par exemple aux Gardiens de la Galaxie, qu'on voit uniquement quand Gamora explose les couilles de Quill. De même du côté des Bad Guys, où l'on retrouve les sbires de Thanos qui se font littéralement exploser en 2 secondes. Malgré ça, la menace est réelle. Enfin, pas tant que ça. Puisque lorsque la situation semble désespérée, les scénaristes font appel à ce que je comparerais aux aigles de Tolkien,
Captain Marvel. Non, parce qu'on est bien content d'avoir pondu un vaisseau qui tire des rayons dévastateurs, un géant violet qui réduit en miettes le vibranium, et 6 milliards de chiens de l'enfer, mais nos 20 pecnos en costume, là, ils vont jamais s'en sortir. Et puis en plus, ce serait dommage qu'une guerre intergalactique fasse des morts. C'est fou. Finalement, et comme je le craignais, le seul à mourir durant la bataille sera Tony Stark, qui, pour clore son contrat, s'offre la fin la plus héroïque possible, sacrifiant sa vie au profit de toutes les autres. Parlons maintenant des incohérences, car qui dit voyage dans le temps dit forcément sujet casse-gueule. Lors de la récupération des pierres, l'ancien explique à Hulk Banner l'importance de ramener les pierres à l'exact moment où ils les ont prises afin d'éviter la création de plusieurs timelines alternatives. Or, de son côté, Thor choisit de récupérer Mjolnir lors de son séjour à Asgard et Loki parvient à s'enfuir sous la surveillance d'Ant-Man et Tony. Ces deux événements ne respectant pas la timeline originelle ont forcément créé chacun une timeline alternative sans pour autant qu'on nous parle des conséquences qu'elles ont eues. Ainsi, l'un des principaux enjeux du film ne semble valable que pour permettre à Steve de retourner dans le passé seul et d'avoir son happy ending. Pour conclure, je dirais que visuellement, le film tient ses promesses. On s'attendait à en prendre plein la vue et c'est le cas. Mais il arrive un moment où bourriner à coups de VFX ne suffit plus à combler les attentes des spectateurs. Ça compte pas les miennes en tout cas. Après 10 ans, les conséquences ne sont toujours pas à la mesure des actions menées. Thanos n'aura finalement fait que 5 victimes parmi les héros. Loki, Heimdall, Vision, Natasha et Tony. Ce qui est un peu décevant en vue de son statut de menace ultime. Je sors d'Endgame moins hypé que jamais par la suite du Marvel Cinematic Universe, déçu que la franchise se complaise dans la formule qui a fait leur succès ces 10 dernières années, sans jamais essayer d'innover. Voilà, c'était mon avis sur Avengers Endgame, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, et en attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques.